Ouais, 2h30. Bien, le temps de passer un bon petit quart d'heure avec notre invité culture. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Werber. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez commis ceci. Désolé. La planète des chats, aux éditions Albin Michel. Alors, c'est le dernier opus d'une trilogie sur les chats. Alors, je fais le pitch du début du film. Ça sera peut-être adapté à l'écran, peut-être un jour. C'est pas la fin du monde, mais presque. Les hommes disparaissent petit à petit, les rats prolifèrent de plus en plus, et il y a une chatte qui décide de partir avec, on va dire, sa troupe, sa cour, aux États-Unis pour se réfugier. Et quand elle arrive sur place, catastrophe, c'est encore pire que ce qu'elle a laissé en France. Je lis d'ailleurs une des phrases que vous écrivez, le rêve US, elle arrive, comme les migrants à l'époque, au 19e, qui arrivaient dans la baie de New York. Le rêve US s'effondre comme une montagne de croquettes trop haute pour une gamelle trop étroite, et tout cela après un voyage de 35 jours à bord d'un bateau. Alors, la chatte, on va revenir sur toute la cour, parce qu'il y a des personnages qui sont intéressants et très drôles, va s'installer aux États-Unis, va être plus ou moins recueillie dans un grand building qui se trouve au World Trade Center, et elle n'est a priori pas destinée à régner, parce qu'il y a de nouvelles tribus qui s'organisent dans ce nouveau monde, et le problème c'est que pour faire la peau aux rats, les chats c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Déjà, actuellement, sans se projeter dans le futur, il y a des villes avec des rats et il y a des villes avec des chats. Paris, par exemple, c'est une ville avec des rats. Et si nous laissions des hordes de chats vivre librement dans Paris, peut-être qu'on serait protégé des rats. Il doit y avoir sur Paris 2 rats par citoyen. Donc, ils avaient déjà... mon héroïne, Bastet, avait déjà combattu les rats parisiens, mais là, elle se retrouve obligée de fuir aux États-Unis. Elle espère que ça va être une terre d'asile, comme vous l'avez dit, et puis elle va découvrir qu'au contraire, les États-Unis sont encore plus envahis de rats que Paris, et notamment New York, est tellement envahi de rats que la population circule par tyrolienne d'un building à l'autre pour éviter de toucher le sol qui est envahi de rats ainsi que les sous-sols. Alors, elle ne vient pas seule, Bastet, je disais qu'elle venait avec sa cour. Alors, j'ai enlevé dans la cour, il y a Pythagore, qui est le siamois, le chat savant aussi, en quelque sorte. Oui. On a Angelo, qui est le fils de l'héroïne, Esmeralda, qui est une chatte noire, qu'elle déteste, avec les yeux jaunes, c'est sa rivale, Nathalie, sa servante humaine. Là, je me suis arrêté, je me suis dit, tout est de la science-fiction, sauf le fait que le chat est pour servante une femme. Est-ce que vous avez déjà eu un chat? Mais j'ai un chat à la maison depuis 2 ans, et effectivement, la vie familiale et de la maison a été chamboulée par la présence de ce chat. Tout le monde est à son service, effectivement. En fait, c'est le contrepoint du chien. Le chien, il y a cette phrase, ils me nourrissent, ils me protègent, ils m'aiment, donc ils sont mes dieux, pense le chien. Ils me nourrissent, ils me protègent, ils m'aiment, donc je suis leur dieu, pense le chat. Et ma chatte, donc tout le récit de la planète des chats est raconté par une chatte Bastet. Elle, depuis le début, elle considère que les humains sont là pour la servir, que tout ce qui est important, c'est son plaisir personnel. Et elle a fini par comprendre, grâce à Pythagore, qu'il y avait une histoire de l'humanité qui arrivait un peu à bout de souffle, et que maintenant, les humains doivent jouer le jeu, comme les dinosaures ont progressivement disparu et laissé la place aux humains. Les humains doivent progressivement disparaître pour laisser la place aux chats, mais en leur donnant toute leur culture, toute leur technologie, afin que les chats puissent prendre la relève et combattre le seul véritable ennemi de l'humanité et des chats, que sont les rats. Alors, cette chatte a aussi, au fond, un profond mépris pour l'être humain. Comme tous les chats ont une sorte de condescendance, mais c'est aussi ce qui rend le chat passionnant, c'est que son amour est conditionnel. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous le nourrissez que le chat va vous aimer. Le chat choisit, pour des raisons qui sont personnelles, qui sont étranges, elle va choisir de vous aimer ou de ne pas vous aimer. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la plupart des dictateurs, notamment César et Napoléon, n'aimaient pas les chats, parce que c'est un animal qu'on ne peut pas apprivoiser. Donc c'est un animal aussi énigmatique, imprévisible. Et ce qui m'intéressait dans la planète des chats, c'est de montrer que c'est un animal qui est incompréhensible pour l'homme, parce qu'il est peut-être plus intelligent que nous. Vous pensez qu'il est plus intelligent que l'homme, alors qu'il a un cerveau plus petit?
Oui, mais déjà, ils perçoivent plus de choses. Ils perçoivent plus de lumière, ils arrivent à avancer dans le noir, alors que nous n'arrivons pas à avancer dans le noir. Ouais. Ils arrivent à percevoir plus de sons grâce à leurs oreilles qui sont orientables. Et grâce à leurs moustaches, en plus, ils perçoivent toutes les vibrations. Donc le cerveau est mieux nourri qu'un cerveau humain. À partir de là, quelle est leur pensée? Moi, je pense qu'ils ont une pensée différente, qui est ni mieux ni pire. Mais en tout cas, ils perçoivent le monde de manière complémentaire de l'homme. Donc ensemble, on peut être plus fort. Alors, vous disiez tout à l'heure que il fallait que les hommes finalement débarrassent le plancher pour laisser, pour permettre l'avènement d'un monde des chats. D'ailleurs, on regarde la une de votre livre, hein, La planète des chats. Cette notion de fin du monde, bon, c'est un des ressorts du livre, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui, dans la réalité, vous interpelle, vous questionne? Je crois que la crise que nous vivons actuellement montre en tout cas que sur un simple virus, toute notre activité peut être arrêtée. Et il me semble en fait qu'on est une espèce assez fragile parce qu'une espèce récente. Nous n'avons tout au plus que 3 millions d'années sur cette planète. Et par rapport à l'histoire de la planète, c'est vraiment très peu. Nous sommes une jeune espèce qui avons connu une croissance très rapide. Et nous avons l'impression qu'on est très fort et invincible. Mais ce n'est pas le cas. Puisqu'un simple virus arrive à nous mettre à plat, ça veut dire qu'il peut y avoir très peu de facteurs qui nous obligent à nous remettre entièrement en question. Et c'est ce qui se passe actuellement, et c'est ce qui se passe aussi dans le roman, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'humanité qui se croyait victorieuse s'aperçoit qu'elle peut être détruite par très peu de choses, et par exemple, une sorte de peste, ce qui arrive dans le roman, et à ce moment-là, les rats ou les chats peuvent avoir leur chance de gouverner la planète. Alors dans le roman, donc, nous avons Bastet, cette chatte qui vient avec toute sa cour, il y a 274, j'allais dire personnes, individus, parce qu'il y a un perroquet qui traduit, il y a d'autres animaux, il y a un cochon. Vous l'avez appelé Badinter, le cochon, il a raison. Parce que j'ai tiqué, c'est vrai, quand j'ai vu ça. Il parle très bien. Il parle et en très plus, bien. Il est très intelligent, il ne le sait pas. Il est trop modeste. C'est ce qui arrive. Mais ça m'amusait en effet de montrer comment très peu d'individus, en fait, parce qu'ils sont quelques centaines, vont pouvoir changer toute la face du monde, oui, juste parce qu'ils s'autorisent à le faire. Moi, je crois que n'importe quel être humain peut arriver à changer toute l'histoire de la planète, de l'humanité et de la planète, pour peu qu'il prenne conscience de son pouvoir et qu'il se donne les moyens. Et là, c'est ce qui se passe avec mon héroïne. Elle prend conscience de son pouvoir, et elle se dit, pourquoi pas, après tout, pourquoi je ne serais pas la déesse, la nouvelle Bastet qui règne sur cette planète. Alors, votre héroïne, avec toute sa smala, va donc trouver refuge dans un building, mais elle n'est pas seule. Et vous racontez que, d'abord, dans ce building, on retrouve finalement tous les communautarismes qu'il y a aux États-Unis. Il y a un étage pour les Américains de souche, on va dire. Il y a les Latinos, il y a les Juifs, il y a les Italiens, les machins. Et elle arrive, elle dit, bon, c'est où l'étage des Français? Donc, c'est le 69e. Question, pourquoi 69e? Non, c'est pas Déjà, c'est un mnémotechnique pour m'en rappeler. Je me dis, les Français au 69e, vu que les Américains ont une vue, comment dire, que les Français ont une sexualité exacerbée par rapport à leur sexualité, ce qui n'est pas sûr du tout. Je me suis dit, comme ça entend une certaine logique. Et alors, à l'intérieur, on s'organise, et à l'étage des Français, donc au 69e, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a une décoration, on va dire, maison, quoi. Donc, des portraits du général de Gaulle, des portraits de Brigitte Bardot, Montmartre, la Tour Eiffel. C'est la vision qu'ont les Américains de la France. Oui, quand on est aux États-Unis, ils ont gardé ce souvenir d'une France folklorique, voilà. Et alors, il y a cette phrase, moi, qui m'a interpellé. Donc, il y a Brigitte Bardot, machin, tout ça. L'effondrement leur a manifestement donné envie d'assumer leurs origines et d'exhiber leur spécificité. Est-ce que derrière cette phrase, il y a une critique de ce qu'est ou ce que serait devenu la France, c'est-à-dire un pays un peu maso, quoi, qui ne regarde ni son histoire, qui ne s'aime plus, qui... Alors, je ne dirais pas jusqu'à dire maso, mais j'aime bien votre interprétation. Je crois que nous sommes en train de devenir un musée, progressivement, parce que bon, la Chine nous rachète toutes nos vies, nous rachète tout ce qu'on a. Donc au bout d'un moment, on va être les gardiens du musée avec... nos expositions de couture, notre champagne, notre vin, nos folies bergères. Et puis... Et vous aimez cette France-là, vous? Moi j'adore, oui. Mais en même temps, vous trouvez qu'on ne l'aime pas assez? Je crois que on vit avec la nostalgie d'un passé et qu'on a perdu cette idée que nous pouvons être le pays qui innove. Je vous donne un exemple tout simple qui est mon papa spirituel, qui est Jules Verne.
À l'époque, Jules Verne, c'est lui qui a l'idée de lancer une fusée vers la Lune, c'est lui qui a l'idée de lancer les sous-marins. La France est le pays qui innove, qui lance des idées. Et là, maintenant, il suffit de regarder tout simplement la littérature, il n'y a plus de science-fiction. Je suis un des rares qui se permet de parler du futur. En France, même, il y a peut-être des très bons livres qui ne sont même pas édités. Donc, c'est comme si on avait décidé que la science-fiction, c'est pour les anglo-saxons, et que nous, en France, on vit dans les livres d'histoire et la mélancolie d'un passé disparu. Et ça, je le regrette, et c'est ça que je dénonce. En fait, c'est pas du masochisme, c'est de dire, il faut qu'en France, nous restions des innovants, des créatifs, et qu'on s'autorise à poursuivre cette tradition qui est pas seulement celle de Jules Verne, mais celle de Pierre Boulle avec la planète des singes. C'est pour ça que ça s'appelle la planète des chats. Je voulais dire, il y a un moment où un récit français a rayonné dans le monde entier, c'est la planète des singes, et maintenant, il est temps de prendre la relève, enfin, de prendre la suite et de faire la planète des chats. C'est intéressant parce que quand vous parlez de bons livres, de potentiels bons livres qui ne sont pas édités, on pense forcément à ce que vous avez vécu avec Les Fourmis, qui est devenu un best-seller mondial, mais qui vous a été refusé pendant des années chez les éditeurs. C'est un miracle. Ensuite, ils s'en sont mordus les doigts. Hein. Mais c'est un miracle qui a été édité. Il a fallu un concours de circonstances. Normalement, un thème comme Les Fourmis, ça n'intéresse personne. Ben oui, mais... Et les éditeurs ne sont que, surtout actuellement, dans les autobiographies psychologiques nombrilistes. Donc il n'y a que ça. C'est considéré comme l'unique littérature. Et le fait que je puisse faire de l'imaginaire et parler du futur, c'est comme si j'avais une petite place dans un coin, mais ça me va très bien. Et puis je suis très visible parce que je suis le seul à le faire. Alors Bernard, il y a une petite tradition, tous les soirs ici à notre invité, on montre des photos. Okay. Et si elles le font réagir, ma foi, on en discute. On va regarder la première photo, regardez l'écran qui est à votre droite. Vous reconnaissez ce groupe? Ah là là, 4 lettres de l'alphabet, je dirais même 3. ACDC. ACDC. Alors, pourquoi je vous parle d'ACDC? Parce qu'ils vont faire leur comeback. Mais attendez, moi, c'est un truc que je n'avais jamais vu. À la fin de votre livre, musique écoutée durant l'écriture de ce roman. Voilà, c'est écrit ici. Et alors, vous écoutez donc du AC/DC, du Led Zeppelin, Peter Gabriel, mais aussi les 4 saisons de Vivaldi, la toccata de Bach, le requiem de Mozart. Je veux dire, est-ce que c'est quand même des musiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes, quoi. On fait le grand écart, là. Donc, la question, c'est est-ce que quand vous écrivez sous AC/DC, ça traduit certains passages du livre? Lorsque vous écrivez sous Vivaldi, ça traduit d'autres passages du livre? Quelles sont les émotions qui vont avec ces musiques? Ou est-ce que c'est... non, c'est vous prenez comme ça vient? C'est exactement ce que vous avez dit. Ça correspond à des émotions différentes. Il y a un morceau d'ACDC qui s'appelle Thunderstruck. Ouais. Quand j'écoute ça, tous mes héros partent à la guerre et ont envie de tuer tout le monde. C'est une musique dont on a envie de prendre une voiture et de foncer dans un platane. Alors moi, quand j'entends ça, mes personnages foncent. Ouais. Maintenant, quand ils sont dans Vivaldi, ils ont envie de s'aimer. Donc c'est des émotions, et je me dis peut-être que les gens, s'ils écoutent cette musique, ils vont se mettre dans cette vibration, cette douceur de Vivaldi, ou cette brutalité de AC/DC, mais les deux sont complémentaires. Comme dans un film, il peut y avoir des passages violents en musique et en images, et des passages doux en musique et en image. Alors, mais c'est vous quand même qui choisissez le disque ou la musique que vous allez écouter en fonction du chapitre que vous allez aborder, et du moment de l'histoire où vous vous trouvez dans le bouquin. Je vais même vous dire, je storyboard certaines scènes, surtout les scènes d'action, et j'écoute la musique, et en regardant les images et en écoutant la musique, je décris la scène comme si je regardais un film. J'ai la chance de taper très vite, donc je vis l'histoire, et je me marre, et je suis comme au cinéma. Je suis comme au cinéma, si ce n'est que, en tapant très vite, j'assiste à la scène. Et ça, c'est un des grands avantages d'avoir fait les cours de dactylo. Voilà, ce que je conseille à tous les auteurs. Musique écoutée durant l'écriture de ce roman. Vous verrez la discographie de Bernard Werber. On a le temps pour une deuxième, vous voulez dire un peu. Mais ma chatte va découvrir aussi AC/DC et elle va aussi découvrir Vivaldi et elle va s'apercevoir que l'humanité a cet avantage, c'est qu'ils font des musiques extraordinaires. Je crois que si les extraterrestres débarquaient, ils seraient fans de rock and roll, de hard rock et de musique classique. C'est ce qui nous admirerait le plus. J'ai une deuxième photo. Allons-y. Vous parliez de l'écriture, Frédéric Dard, vous écrivez comme lui très tôt le matin? Cet homme m'a procuré des plaisirs de lecture énormes. Et un jour, j'ai lu une interview où il disait « Mon secret, c'est d'écrire tous les jours de 8h à midi et demi ». Donc je l'ai pris à la lettre et tous les jours, depuis l'âge de 16 ans, j'écris de 8h à midi et demi. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas écrit. Et je crois que la littérature, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut trouver un rythme et s'y tenir. Et tous les jours, j'écris 10 pages. Et plus j'écris,
plus c'est agréable, et plus c'est facile. C'est comme un sportif, ou comme un pianiste qui fait des gammes. Plus on pratique, plus ça devient jouissif. Et jouissif aussi pour le lecteur. Le marathon, en l'occurrence, fait 400 pages. La planète des chats, c'est drôle, c'est étonnant, c'est même désopilant par moment, parce qu'on a des chats technologiques qui sont branchés à des ordinateurs. Enfin bon, je ne peux pas tout vous raconter, mais on se marre en lisant ça. Merci Bernard Rabert d'être passé nous voir, vous revenez quand vous voulez. Et en attendant, on regarde la météo. Avec plaisir, c'est parti.